Et bonjour à tous, bienvenue dans Good Mood, le podcast des actualités positives. On va parler aujourd'hui d'écologie, on va parler aujourd'hui de technologie et on va parler aujourd'hui de vie nomade. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez tous passé un bon week-end? Alors, on va étudier très très rapidement, hein. On est sur des faits aujourd'hui qui sont assez peu factuels. L'impact, on va dire, de la vie en van, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, par rapport à la vie tout simplement dans un domicile, on va dire, fixe et, euh, et plus durable. En fait, on aurait tendance à dire durable, mais justement, on va aller regarder un petit peu ce que donnent les données à ce niveau-là. Hop, je vous réduis un tout petit peu l'écran. Voilà, comme ça, je serai mieux, je pourrais vous lire. Est-ce que là, vous arrivez à lire l'ensemble de l'écran ou pas? Parce que moi, ça me permet de pouvoir vous surligner en fait les parties de l'écran qui peuvent être intéressantes. Ce que je peux pas faire. Hop, si vous êtes en écran complet. Est-ce que c'est OK? Salut Jack Booby, comment ça va? Raclette, on n'a pas encore. On n'a pas encore. Hop, on va se remettre le chat ici. Alors n'hésitez pas à me dire si on est OK au niveau de la taille de l'écran. Est-ce que vous arrivez à lire la taille de l'écran? Jack Booby, comment vas-tu? Sur une échelle de 0, j'ai pas du tout d'énergie, à 10, on est en tout début de semaine. Comment ça va? Étienne, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va commencer avec un sujet hyper chill, réduire l'empreinte carbone avec la van life. Donc on est d'accord que là on n'est pas sur du média conventionnel, on est sur Mango Vans qui sont des constructeurs de vannes. Donc on se doute de l'idée dans laquelle ils vont aller. Alors le logement traditionnel est livré avec une empreinte carbone importante en raison de la consommation d'énergie, de la production de déchets et de la dépendance aux combustibles fossiles pour le chauffage. Et dans les pays plus chauds, aussi la climatisation. En revanche, la vie en fourgon offre l'occasion de réduire la taille et d'aller vers du minimalisme et de réduire considérablement l'impact environnemental. On est à 6 chez Jacques Bouby. Étienne, comment ça va toi? 0, ça va pas du tout, j'ai pas d'énergie. 6, j'ai la pleine banane. Est-ce que tu arriverais à te jauger là-dessus? On a Fabio qui a 2 et on a Matou qui a l'air d'aller plutôt bien. Pour la course, Fabio, toi, tu as fait un petit 17 km, mais c'est pas un petit 17 km avec ton petit frère. 0 courbature, 0 séquelles. Ça, c'est génial. 9 sur 10 pour Kofi, génial. Ça, c'est bon, ça. Et vous êtes en pleine forme, en fait. Alors que certains supposent que vivre dans un véhicule est intrinsèquement insoutenable, une configuration de fourgon bien conçue peut réduire drastiquement la consommation d'énergie, la production de déchets et les émissions de CO2 finalement. De la sélection du véhicule, forcément, ça dépend quel véhicule on va choisir, ça dépend si ça va être un diesel ou si ça va être un essence. Très souvent, les fourgons sont des diesels. L'utilisation qu'on va en avoir, des sources d'énergie aussi qu'on va utiliser, parce que on peut avoir un fourgon qui va être autonome. Autonome, c'est-à-dire qu'il va avoir des panneaux solaires avec des batteries. Les batteries, on est d'accord, ça génère un petit peu d'empreinte carbone pour les faire construire et aussi pour les recycler après. Mais une fois que les panneaux solaires sont installés et que les batteries sont installées, ça veut dire qu'on n'a pas aussi à aller rechercher de l'énergie qui va être fournie par l'électricité de France notamment, avec de l'éolien, avec de l'hydraulique et avec malheureusement aussi des énergies fossiles. Mais ça, on y reviendra aussi dans la journée, donc c'est assez intéressant, on va réussir à faire le lien quand même avec tout ça. Alors, je vous lis en même temps. Hein. Est-ce que vous me confirmez que sur l'écran, vous voyez relativement bien l'article puisque je suis obligé de mettre le chat sur le côté, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut que je mette en plus grand? N'hésitez pas aussi à me le dire. Moi, c'est très simple comme ça pour moi. Ça permet, vous voyez, que je puisse surligner les infos importantes. Et si ça va bien, on va rester comme ça. Et j'ai le chat en fait qui est sur le côté droit. Et si je fais de la sélection de l'article, alors que le chat
et en plein écran, en fait, tout simplement, il y en a un qui disparaît au profit de l'autre. Salut Johan JPEG, comment ça va? Comment ça va du côté de l'Asie du Sud-Est? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que tu veux mettre un petit point d'exclamation météo, M, E accent aigu, T, E accent aigu, O, espace Kuala Lumpur, pour qu'on sache s'il fait beau chez toi? Chez nous, il fait frais, 3 degrés ce matin, mais ça va bien se passer. Alors, on est en train de travailler sur les idées fausses courantes sur la vie et la durabilité de la van life ce matin. On est tranquille, on est en mode bonne nouvelle. Je crois qu'il faut mettre les accents. Hop, météo. Je vais regarder s'il veut bien nous mettre la météo à Kuala Lumpur. Ouais, parfait, merci. Merci beaucoup, Yann. J'espère que tu vas bien. Énergie, niveau 0, t'as pas la forme. Niveau 10, t'es en pleine forme. Est-ce que t'as déjà été nager ce matin? N'hésite pas à nous dire quel niveau d'énergie tu as ce matin, Johan. Ça fait grave plaisir que tu sois là en tout cas. Et bienvenue à toi. Alors, dans le mythe, les fourgons sont pires pour l'environnement que donc un domicile qui serait en dur en raison de l'utilisation de carburant. Bien que la consommation de carburant soit la préoccupation pour de nouveaux fourgons, surtout à plein temps, il s'agirait que finalement le fait de vivre en fourgon et donc potentiellement de s'approcher de son lieu de travail serait moins pire que de faire des trajets en véhicule plus classique de type voiture pour aller peut-être en ville travailler. Bien entretenu et économe en carburant, ça pourrait même avoir une empreinte carbone plus faible qu'une maison traditionnelle en prenant en compte la baisse, notamment, on en parlait, de la consommation d'électricité qui n'est pas créée directement par des panneaux solaires. Le chauffage, puisqu'on est sur des plus petits volumes, donc on a moins besoin de chauffage, et l'utilisation de l'eau qui est très très raisonnée, on en avait déjà parlé. 200 litres d'eau, c'est 100 litres d'eau. 100 litres d'eau, c'est quasiment une semaine. Alors que je crois qu'on est à plus de 25 litres d'eau par jour quand on est sur une utilisation un petit peu plus confortable dans un logement en dur. Alors météo à Besançon. Alors à Paris, on a 3 degrés. Kuala Lumpur, mais on n'a pas de, oh, bon, on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. Ils veulent pas nous dire. 42 degrés, si, 42 degrés. Ok. Ok, j'avais que l'humidité dans un premier temps. Ok, 42 degrés, et bah tiens-toi bien au frais. Est-ce que tu as été déjà à la piscine là, ce matin, Johan, ou pas? Bon, alors, le mythe sur lequel on ne peut pas vivre confortablement dans un fourgon, ça, on va pas en parler puisque c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Forcément, hein, les principes fondamentaux pour un style de vie en fourgon un peu plus, on va dire, durable, ça va être d'opter pour un modèle qui va être économe en carburant, bien sûr, pour minimiser les émissions de CO2, utiliser des énergies renouvelables. On parlait tout à l'heure des panneaux solaires, des sources d'énergie alternatives pour éviter d'être obligé de se brancher à chaque fois qu'on va se spotter, tout simplement. Si on a besoin à chaque fois de se brancher, effectivement, tout ce qui va être énergie qu'on ne va pas dépenser directement pour l'électricité sera néant. Adopter des matériaux durables, de préférence recyclés, non toxiques. On parlait notamment les dernières fois des isolants qui peuvent être très toxiques et créer un espace de vie plus sain à faible impact. Après, il y aura la pratique de la gestion des déchets. On peut trier quand on est en van. Il faut avoir un petit peu de place, soit dans une soute, soit dans des petites caisses, hein, tout simplement. Et on peut complètement trier comme on le ferait dans un domicile classique. Ensuite, matériaux durables pour les conversions en fourgon. Donc là, on peut parler de bois récupéré, on peut parler de plancher en liège ou d'isolation en liège projeté, d'isolation aussi recyclée, et les peintures et les finitions qui seront non toxiques. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec des bonnes batteries, avec des panneaux solaires, avec une gestion des déchets, finalement, peut-être qu'au niveau émissions de CO2, on peut
on peut les réduire tellement sur ces ateliers-là que finalement, ça compensera le fait d'avoir une vie finalement nomade ou une vie où on va avoir tendance à se déplacer plus souvent. Ce dont on ne parle pas forcément aussi, c'est le compostage de ce qui va être les toilettes. On parlait tout à l'heure de l'eau. Souvent, très souvent, on a des toilettes sèches dans les fourgons, si on a bien étudié son sujet au départ. Qu'est-ce que veut dire toilette sèche? Ça veut dire qu'on n'utilise pas d'eau pour tirer la chasse. Ça veut dire aussi qu'on peut composter, que ce soit les matières excréments et urine. Avec maintenant les nouveaux séparateurs, donc c'est-à-dire que c'est des toilettes à séparateurs, on a les urines qui vont d'un côté, qui peuvent être réutilisées, notamment dans l'agriculture, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, qui par exemple vont pouvoir redistribuer ces urines, donc qui sont des urées. Les urées sont très très importantes dans la fertilisation. Si toutefois on est en rapport, on va dire, ou en contact avec quelqu'un qui est dans le domaine de l'agriculture, les urées c'est hyper important. Donc, il pourrait récupérer les urines. On peut composter aussi les matières qui seront plus solides, ce qu'on fait globalement très très peu sur du logement fixe. Il y a très très peu de toilettes sèches sur des logements fixes, sauf des personnes qui sont vraiment dans cette démarche écologique au départ. On a aussi le recyclage et l'upcyclage. Donc, c'est des mots qui sont utilisés de l'anglais, mais le recyclage, on connaît. L'upcyclage, ça va être de réutiliser aussi certains contenants, par exemple, ce qu'on va peut-être pas avoir tendance à faire, à part avec la marque Tupperware, on ne donnera que celle-là aujourd'hui, mais globalement, quand vous allez faire vos courses en supermarché, c'est très rare que vous ne partiez pas avec de l'emballage plastique. Alors, à l'époque, souvenez-vous, on avait les sacs plastiques qui étaient donnés carrément à la caisse. Maintenant, ça va être plutôt au rayon traiteur, dans les rayons traditionnels de coupe, de fromage, etc., où on va vous mettre de l'emballage. Quand on est en fourgon, quand on est en van life, on va avoir tendance à vraiment réutiliser tout ce qu'on peut réutiliser, puisque déjà, on parlait tout à l'heure de la place et du stockage, on parlait du recyclage. On va éviter d'avoir des caisses qui soient pleines de choses à recycler, donc c'est-à-dire des emballages plastiques, etc., puisqu'on va être plus à même d'avoir du temps entre le moment où on se spot une fois, le moment où on va travailler, où on vit notre vie, où on va se promener, et le futur moment où on va pouvoir s'arrêter au bord d'une route et d'avoir de quoi recycler. Donc, dès qu'on va pouvoir éviter un plastique, on va l'éviter. Dès qu'on va pouvoir réutiliser un matériel, on va le réutiliser et faire du stockage, comme on dit, do it yourself. Réduire les plastiques à usage unique, on est dans le même type de choses. Efficacité énergétique et compensation carbone, en conduisant efficacement, donc en évitant de prendre les autoroutes notamment, en maintenant une vitesse constante et en évitant de ralentir, de mettre du frein. Mais ça, c'est comme pour toute conduite, en fait. La conduite écologique, ça existe déjà. En allégeant la charge, donc ça peut être quoi? Justement, ça peut être la gestion de l'eau. On n'a pas besoin, peut-être, certaines semaines, d'avoir 100 litres d'eau dans notre fourgon. Si on peut se permettre d'en avoir que 50, et ben c'est déjà 50 kilos de moins aussi dans le véhicule. Ça va aussi avec le carburant. Hein. Le carburant, on n'est pas forcément obligé d'avoir toujours le plein. Et puis la compensation carbone, donc investir dans des programmes de compensation carbone pour neutraliser les émissions. Donc ça va être plus une démarche vraiment qui va être très très écologique. Donc les points positifs, on va dire, de la van life, ça va être l'indépendance énergétique, si on a les bons panneaux solaires, si on a des batteries. La réduction du coût de la vie en raison de la réduction de la dépendance à l'égard des services publics, effectivement, hein, on parlait tout à l'heure de l'électricité. L'électricité, très souvent, on n'en a pas besoin quand on part en van life. L'eau, très souvent, elle est gratuite dans certaines aires. Donc, on a vraiment une réduction du coût de la vie qui va être compensée, disons-le très sincèrement, par le coût du carburant. Bon, ça, on est sur des points positifs, vraiment good mood,
hein, pour le coup. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, c'est l'impact environnemental minimal si on a une consommation qui est consciente, c'est-à-dire on sait que on va voyager, que le but c'est d'aller voir différents endroits. Si on prépare notre voyage, notamment avec Park Fortnite, on en parlait, pour savoir où est-ce qu'on va se spotter. On peut aussi beaucoup faire de la marche à pied, avoir un vélo à l'arrière de son véhicule. Et dans ce cas-là, si on a bien préparé son périple, eh ben, on fait moins de kilomètres que si par exemple on avait été tout simplement toute l'année dans son domicile, mais que derrière ça, on allait en hôtel et en restaurant pour les vacances. Voilà. Donc un investissement de départ, hein, que ce soit les appareils solaires, que ce soit le véhicule, tout ce qui va être l'éco-énergie. Il faut beaucoup apprendre pour gérer efficacement la puissance et les ressources. Donc les ressources, c'est les déchets. Comment on retraite les déchets, comment on vide finalement nos toilettes sèches pour qu'elles soient le plus durables possible. Et puis on a tout ce qui est la recherche justement, où sont les bacs à recyclage, qu'est-ce qu'on jette pas, qu'est-ce qu'on va réutiliser et garder avec nous plutôt que de le jeter. Et on a un accès à certaines commodités comme l'eau et l'électricité. Alors parfois c'est éloigné, mais c'est quand même un point très très intéressant, quoi. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que on peut lancer un tout petit bout de débat? Mais alors vraiment là, c'est un tout petit bout de débat. Est-ce que ça vous convainc un minimum que la van life finalement n'est pas complètement décentrée par rapport à la consommation de l'énergie et aux empreintes carbone? Est-ce que ça vous a donné déjà une petite info là-dessus? Est-ce que ça vous convainc ou est-ce que ça vous convainc pas du tout et vous vous dites non, non, si on fait de la van life, c'est du tourisme, et si c'est du tourisme, on est sur quelque chose qui n'est pas responsable. Donc si on résume, on a le niveau du chauffage, vu qu'on est sur un véhicule qui est plus petit, on a la gestion de l'eau où on va en utiliser beaucoup moins, on a l'électricité qui est solaire, donc qui est plus verte. On va aller plus loin encore, on va aller plus loin. On a les achats raisonnés, faute de place. Alors on parlait tout à l'heure juste de tout ce qui va être contenant, mais même si on va plus loin, on peut aller au niveau de tout ce qui va être les aliments aussi. Et on va en parler là justement. Hop, je vous remets sur le web. Alors ça repart sur le chauffage et la climatisation. Ça c'est vraiment le point qui est le plus repris dans les articles, hein. C'est l'une des catégories de dépenses les plus importantes pour un ménage, l'une des plus gourmandes en énergie et par conséquent l'une des plus polluantes. Là on prenait l'exemple d'un appartement de 40 mètres carrés, donc là on est sur la Côte d'Azur. Le chauffage, c'est une dépense qui est très très importante en hiver, même si c'est une des zones, des régions les plus chaudes de la France. En moyenne, les factures étaient de 110 € par mois. Pendant le confinement, elles ont augmenté à 130 € par mois, puisque ces personnes étaient un peu plus souvent tout simplement au foyer. Et qui dit être plus souvent au foyer dit aussi peut-être avoir la télé qui est allumée, peut-être avoir l'ordinateur pour travailler, le télétravail comme on dit. Donc aujourd'hui, on travaille sur beaucoup des blogs, c'est beaucoup moins factuel, hein. Il y a beaucoup moins de sources fiables. Là, on va plus aller voir des personnes qui tiennent des blogs. Alors tout à l'heure, on était sur des constructeurs de vannes, donc bien sûr qui vont nous dire que les vannes peuvent être écologiques. C'est une de leurs méthodes de vente de nous dire que c'est plus écologique. Et là, on est sur des personnes qui ont fait de la van life et qui nous expliquent un petit peu ce qui étaient les différences au niveau de la gestion de l'eau, de l'électricité et d'un tas d'autres sujets. Moi, je suis pas fan, mais je suis sensible. Mon empreinte carbone et chacun ses goûts. Ah oui, d'accord. Donc si je résume Kofi, toi tu es pas fan de la van life parce que c'est pas ton truc,
mais par contre, tu es sensible au fait que ça puisse être une empreinte carbone qui soit un petit peu diminuée par rapport à un domicile tout en dur, comme on en parlait tout à l'heure. Ok, nickel. Alors au niveau de l'eau, parlons ensemble de l'eau, qui est sûrement l'aspect qui a le plus choqué donc les personnes qui tiennent ce blog. Ce blog, il s'appelle vantour.net. Au cours des études et des recherches, dans un camping-car, on est limité dans la consommation en eau, on le disait. Là, leur réservoir contenait 120 litres d'eau, donc pour de leur côté, les toilettes n'étaient pas sèches, la vaisselle et les douches, donc 15 litres chauffés par un chauffe-eau. Alors, pour savoir sur Franck, hein, si ça vous donne un ordre d'idée, on est à 9 litres d'eau chaude. Voilà. Nous avons aussi un jerrycan de 15 litres pour l'eau potable. Donc l'eau potable, c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer en van, puisque l'eau qui est dans nos cuves, qui va servir pour notamment la douche et la vaisselle, on ne peut pas la consommer. Enfin, en tout cas, c'est pas une très bonne idée de la consommer puisqu'elle n'est plus complètement potable. Il y a beaucoup de microplastiques dedans. Et donc il faut avoir des bouteilles d'eau. Bouteille d'eau ne veut pas dire acheter des bouteilles d'eau en magasin. Ça peut être avoir sa gourde d'eau. Alors, il faut en avoir plusieurs. Nous, on part souvent sur une dizaine de litres d'eau par semaine pour deux. C'est pas assez au niveau des apports qu'il faudrait. Bonjour Amorito TTV, bienvenue ici. Alors, nous sommes dans Good Mood. Good Mood est une émission qui passe le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 10h sur Twitch. On résume les actualités positives qui sont tombées dans la semaine. On parle aussi de technologie et on parle de voyage. En ce moment, on est en train de parler de la van life et on est en train de se poser la question si vivre en van life pourrait avoir un impact sensiblement intéressant sur les émissions de CO2. Bienvenue ici en tout cas. N'hésite pas à te présenter si tu le souhaites. Et si tu veux, on te sert un petit café pour ton arrivée. Alors avec la réserve d'eau, donc là on était sur 120 litres, nous durerons en moyenne 3 jours. Donc nous on arrive quasiment à une semaine avec nos 100 litres. Ça dépend la façon dont on cuisine aussi. Il y a des façons de cuisiner qui vont être beaucoup plus dépendantes en eau, parce qu'après on a aussi la vaisselle. Donc cuisiner, si on fait des pâtes, etc., ça va. Dès qu'on va faire des plats qui vont être un petit peu plus préparés, il va y avoir beaucoup plus peut-être de graisse ou de choses comme de la tomate, etc., qui demandent plus d'eau pour le rinçage et pour repartir avec des ustensiles propres pour la prochaine utilisation. Alors, il pourrait bien sûr utiliser plus d'eau, mais cela obligerait à trouver plus de stations pour remplir, mais aussi pour vider les eaux, et notamment les eaux grises. Et ça peut être un problème, surtout quand on a envie d'être dans des endroits qui sont sympathiques. Plus les endroits sont sympathiques, plus ils sont éloignés de zones industrialisées. Ainsi, nous utilisions un total de 135 litres d'eau en 3 jours pour 2 personnes. Voilà. La consommation quotidienne d'un Français, donc là, 3 jours, 135 litres d'eau. La consommation moyenne quotidienne d'un Français, c'est 149 litres un jour. Un Français. Voilà, pour se donner un ordre d'idée. La consommation quotidienne moyenne d'un Américain, par exemple, ce serait de 450 litres d'eau chaque jour. C'est énorme. Et puis bon voilà, si on veut aller sur un résident britannique, c'est 130 litres. Bon, disons que là, 135 litres d'eau pour 3 jours pour 2 personnes, c'est globalement du domaine de l'imbattable. Donc, au niveau de l'eau, on est plutôt sur quelque chose de très très positif. Au niveau de l'électricité, tout comme le chauffage, l'électricité est une dépense énergétique. Donc, ce que disaient ces deux blogueurs qui sont partis en van tour, qui est très polluante. De leur côté, ils ont opté pour des panneaux solaires et une batterie. C'est ce qu'on a aussi sur notre Franck. 99% autosuffisant en électricité.
lorsque nous avons acheté notre batterie, elle utilisait des matériaux rares et polluants, ce qu'on parlait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que, ok, une fois qu'on a les panneaux solaires et les batteries, on n'a plus du tout d'empreinte CO2, mais il faut les construire et il faudra les recycler, ces batteries. Nous parlons de notre équipement qu'ils utilisent. Donc c'est la batterie EcoFlow Delta Mini pour avoir la tranquillité d'esprit, puisque c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, qui est très optimal. L'objectif est de recycler à terme toute cette énergie grise dans les futures installations. Alors on va pas parler de quotidien, de consommation quotidienne moyenne d'électricité, puisqu'on va dire que c'est du panneau solaire. On va dire que derrière ça, on ne demande pas à l'électricité de France de nous fournir de l'électricité. Donc on va considérer qu'une fois qu'on est autosuffisant en électricité ou à 99%, on est plutôt OK au niveau de l'empreinte CO2. L'achat de produits, justement, tout à l'heure on en parlait un petit peu, vu qu'on est dans un espace restreint, quand on est dans un fourgon, on va faire très très attention à tout achat qui va être non indispensable. Donc en substance, on va acheter ce qui est vital. Très souvent, on va faire plus de commerce local, c'est-à-dire qu'on va acheter le pain à la boulangerie la plus proche. On va éviter au plus possible d'aller dans les supermarchés. On va y aller de temps en temps pour faire les pleins de secs, notamment les pâtes, imaginons les lentilles, tout ce qui va être des pois, des choses comme ça, tout ce qui va être sec, on va pouvoir l'acheter quand même en supermarché, puisque souvent ils ont des espaces aussi pour se stationner qui sont plus simples. Mais comme il y a très très peu d'espace, on va avoir tendance aussi à consommer moins, notamment de viande aussi, si on veut parler de la viande, puisque le réfrigérateur, tout ce qui va être les produits frais, il va falloir les stocker. Or, les réfrigérateurs dans un fourgon, eh ben, ils sont vraiment du domaine du minuscule. Donc, on va avoir tendance à manger moins de viande, ce qui est aussi très intéressant au niveau de notre empreinte carbone. Voilà. Donc le sujet de départ, c'était la vie sédentaire est-elle plus responsable que la vie nomade? Bon, au niveau du chauffage, on a un plus petit véhicule. Alors, vie sédentaire par rapport à la vie nomade en van. Voilà. On va préciser quand même le sujet. Au niveau du chauffage, on a un petit véhicule, on a un espace restreint chauffé, donc on va un peu moins consommer. Au niveau de l'eau, on va relativement moins en consommer. Là, on était quasiment à 6 fois moins que sur un logement en dur. L'électricité, elle est plus verte puisqu'on a nos panneaux solaires et des batteries et on n'est pas obligé de se rebrancher. Donc, on n'est pas obligé de demander à une entreprise, hein, comme l'électricité de France notamment. Alors, on va citer Engie, on va citer. Est-ce que vous en avez un troisième éventuellement à me proposer, histoire qu'on soit vraiment ok là-dessus. En tout cas, on va pas demander à une entreprise qui, elle, va gérer à la fois de façon fossile, de façon éolienne et de façon hydraulique sa gestion pour nous donner de l'électricité. Donc on a une électricité qui est quand même plus verte, ou en tout cas dont on connaît la teneur, elle est solaire très souvent. La consommation de viande, elle va être bien moindre puisque les fourgons souvent ont des très petits réfrigérateurs et de ce fait, on va avoir tendance à acheter moins de frais. On va avoir tendance à acheter plus local aussi pour cette raison, puisque qui dit moins de frais dit légumes. Donc les légumes, on va les acheter souvent quand on va être en promenade, donc dans les marchés locaux, etc. Et on va pas avoir tendance à aller dans un supermarché et à faire nos courses pour la semaine et à remplir de légumes notre fourgon, puisqu'on va pas pouvoir tout simplement les conserver de façon intelligente. On va faire des achats raisonnés aussi au niveau des vêtements, au niveau de tous les gadgets aussi qu'on pourra avoir. Voilà. Moi, si on prend notre exemple, on n'a pas de télévision par exemple, on n'a pas de console de jeu, donc on n'a pas de jeux vidéo achetés, donc on n'a pas de DVD, on n'a pas de lecteur de je ne sais quoi. Le but, c'est vraiment de profiter de l'extérieur au maximum et de s'occuper ensuite
avec des occupations qui sont un petit peu plus saines. Peut-être qu'on va aller dans des boîtes à livres, chercher des livres plutôt que d'en acheter un, et puis après de dire, bah oui, mais où est-ce que je le stocke une fois que je l'ai. Donc vraiment raisonner, achat raisonné, faute de place. Voilà. Minimalisme au niveau des objets, gestion des déchets avec toujours ce recyclage, l'électricité qui nous vient du soleil, donc il n'y a pas mieux, le chauffage dans un plus petit espace, l'eau avec une diminution, une réduction divisée par 6 quand même, à peu près. Est-ce que tout cela ne compenserait pas l'empreinte carbone liée au déplacement? C'est la question qu'on peut se poser, et en tout cas, c'est la question qui se posait aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans Good Mood. Dans Good Mood, on résume les actualités positives qu'on a pu voir dans la semaine. On parle également d'écologie, on parle de technologie et on parle de voyage. Un examen du secteur énergétique de l'Union européenne par Amber, donc un groupe de réflexion, a révélé que l'éolien et le solaire ont généré 30,1% d'électricité en 2025, dépassant simplement les sources d'énergie fossiles qui en ont généré 29%. Donc l'hydro, tout ce qui va être au niveau des barrages hydrauliques et le nucléaire, on fournit le reste. Ce moment marquant montre à quel point les choses évoluent rapidement dans le secteur de l'énergie de l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré le docteur Beatrice Petrovic, qui est analyste pour l'énergie. Cependant, le boom de l'énergie verte n'est pas seulement une bonne nouvelle pour le climat. Pour l'Union européenne, les risques de chantage énergétique des exportateurs de combustibles fossiles se profilaient en 2025. Investir dans les énergies renouvelables locales est une stratégie clé pour réduire ce risque, car la géopolitique continue de se déstabiliser. Donc, c'est-à-dire que vous avez entendu tout ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Et bonjour Vénérable Gila, comment ça va? Nous sommes dans une très très bonne nouvelle aujourd'hui dans Good Mood, puisque les énergies vertes en 2025 ont produit plus d'électricité que les énergies fossiles, et c'était la première fois. Moi je pensais que ça faisait un moment que c'était le cas. Et au niveau justement de la géopolitique, on parle beaucoup en ce moment de l'alimentation avec le Mercosur. On est pas sur une actualité très très positive, donc on va pas s'étendre là-dessus, mais on sait qu'il y a beaucoup de taxations. Au niveau de l'énergie, il y avait des taxations aussi. Si on est capable de produire notre propre énergie avec de l'éolien, avec aussi des panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'acheter de l'électricité ailleurs qu'en France. Donc, on a un poids plus intéressant à ce niveau-là. Et bonjour The Real Morgan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Good Mood. On continue, comme tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 10h à distiller les bonnes nouvelles qui sont tombées dans la semaine. On a parlé tout à l'heure de van life, on parle maintenant d'énergie. Et puis, on va continuer tranquillement aujourd'hui avec de très très bonnes nouvelles au niveau de l'alimentation notamment aussi. J'aimerais vous proposer aujourd'hui, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes frais, est-ce que vous êtes dispo pour qu'on se fasse un petit débat inutile? C'est la nouvelle petite chose qu'on va se faire, je pense, à peu près à 11h à chaque stream. Le fromage, est-ce que ça se mange en début de repas ou est-ce que ça se mange en fin de repas avec la salade? C'est la question, le débat inutile. Le fromage se mange-t-il en début de repas ou avec la salade en fin de repas? Tout le temps. J'adore cette réponse. J'adore cette réponse. Elle est tellement premier degré. Revitalisation culturelle, une bouchée à la fois. Nos traditions le savent, la nourriture doit être cultivée, récoltée, préparée et mangée avec respect. Se réunir autour de la table pour un repas est un acte qui rassemble la communauté. Il s'agit d'un moment privilégié pour nourrir le corps, l'esprit et l'âme avec la plus grande des gratitudes pour les aliments essentiels à la vie. Se réapproprier notre place grâce à la nourriture. À cause de l'oppression des colonisateurs, plusieurs techniques et ingrédients traditionnels furent bannis et mis aux oubliettes dans le passé. Aujourd'hui, les peuples autochtones, donc là on parle des peuples autochtones du nord du Canada, se réapproprient leurs savoirs ancestraux et réapprennent les méthodes traditionnelles pour la cueillette, la chasse et la
préservation. Les autochtones du nord du Canada, ils chassent, ils pêchent et surtout, en fait, ils partagent. Il faut savoir que, par exemple, les parties les moins tendres des animaux, donc on peut parler des tendons, les moins bonnes aussi, comme les muqueuses, elles sont coupées en fines tranches, elles sont séchées, elles sont fumées, puisque pour les autochtones du nord du Canada, en fait, il faut bien se rendre compte que chaque animal qui est tué est un don de la nature et que donc ils ne doivent pas gaspiller. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très très important pour eux de ne pas gaspiller. Les peaux et les graisses, elles sont séchées, elles sont bouillies. Alors séchées, ça fait un petit peu comme nous ce qu'on ferait avec ce qu'on appelle les bouillons de cubes. Vous savez, les bouillons de cubes de volaille pour assaisonner des pâtes ou quoi que ce soit. Bouillies, un petit peu de la même façon, mais à utiliser un petit peu tout de suite. Et voire vont servir en huile de cuisson. Il faut savoir que les peaux et les graisses d'animaux sont très riches en acides gras qui sont essentiels et en vitamine C. Il faut savoir que justement ces populations autochtones vont manger la tête et même les yeux des poissons, leur foie et leurs œufs, puisque vraiment pour eux c'est archi important et c'est primordial de consommer l'ensemble de ce que la nature a donné. Voilà, tout simplement. Les peaux et les fourrures vont servir très souvent pour les vêtements, hein, pour ces populations autochtones du nord du Canada. Les os, les cornes et les bois vont être des outils pour travailler le cuir et des instruments pour cuisiner, mais aussi des objets cérémoniels, puisque si la nature leur donne quelque chose, donc là un animal qu'ils vont choisir à un moment de tuer, ils vont considérer que c'est un cadeau de la nature et derrière ils vont faire des cérémonies pour remercier la nature d'avoir donné en fait tout simplement de quoi manger. Les intestins et les vessies vont être utilisés pour faire des contenants pour de l'eau, pour de la nourriture. Ils vont aussi servir pour faire la création de liens robustes parce qu'ils vont avoir besoin de choses très très rustiques pour éviter justement, on en parlait tout à l'heure, d'acheter du plastique, etc. Et de faire encore une fois de l'empreinte carbone. La cuisine autochtone s'inspire de ce savoir collé au terroir et y ajoute une pincée créative, contemporaine et à la canadienne. Outre ses saveurs, cette cuisine redonne aux autochtones leur place dans la marche de l'histoire. Le terroir, notre épicerie et notre garde-manger, les étendues vastes et diverses du Canada ont pendant longtemps façonné les cuisines autochtones à l'image du terroir. Les éléments, la faune et la flore ont prodigué leurs bienfaits pendant des milliers d'années aux premiers peuples. Chaque région proposait des mets différents, que ce soit pour le gibier, les fruits de mer, les plantes ou les fruits. Et justement, on y reviendra juste après là-dessus. Il y a des questions qui se posent dans ces populations autochtones qu'on ne se poserait pas dans nos populations plus occidentales. On va voir ça juste après, parce qu'ils vont beaucoup plus loin. Ils se posent la question de vaut-il mieux être salarié ou vaut-il mieux avoir du temps pour la cueillette, la chasse et la pêche et le partage. On va voir ça vraiment juste après. De la viande de baleine et des mûres blanches du Grand Nord au saumon et au flétan de la côte ouest en passant par les champs de riz sauvage, des terres humides du Manitoba jusqu'à l'Atlantique, la diversité culinaire des communautés autochtones était à l'image de la terre elle-même. L'interdépendance de la chaîne alimentaire, les sources traditionnelles de nourriture étaient intégrées à un plus grand écosystème interrelié et sain. Les premiers peuples ne prélevaient que ce dont ils avaient besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour ces populations autochtones. C'est ne pas gaspiller, prélever ce dont on a besoin. Et quand on tue un animal ou on fait des récoltes, on ne doit pas gaspiller. Ça, c'est primordial. Et on remercie aussi la terre, en fait, tout simplement la nature, de nous avoir permis de manger.
Ils veillaient à ne rien gaspiller par respect, même si le poisson était en abondance, les communautés à proximité en consommaient chaque partie comestible, que ce soit la tête, les yeux, les œufs ou les abats. Les parties non comestibles étaient utilisées avec ingéniosité à des fins pratiques, les os servaient à faire des outils, et les peaux, des fourrures, et les peaux et les fourrures à faire des habitations et des habits. Ce n'est pas tout, le cuir était utilisé pour fabriquer les bottes d'hiver, les filets de pêche et les peaux tendues de tambour, les intestins et les épécies devenaient des ustensiles et des gourdes. C'est ce que nous disions juste avant. Les racines des plantes et l'écorce des arbres pouvaient servir à d'innombrables choses, dont la préservation de la nourriture. Donc, c'est-à-dire qu'ils préservaient la nourriture directement grâce aux racines des plantes et aux écorces. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, hein. Nous sommes dans Good Mood. En ce moment, dans les populations autochtones du nord du Canada, c'est quelque chose dont on m'a parlé cette semaine, et la non-dégradation, le respect total et le zéro déchet au niveau de la consommation alimentaire. La nourriture était traditionnellement cultivée, récoltée et consommée dans le cadre de valeurs bien définies qui faisaient ressortir l'interdépendance des espèces, le respect pour la nature, voire même une sensibilité écologique. Un exemple bien concret est la cultivation de 3 plantes appelées les 3 sœurs par les Haudenosaunee, les fèves, les maïs et courges, 3 sœurs, car elles s'entraident pour croître. On parlait la dernière fois des champignons mycorhiziens, donc on parlait d'interdépendance des cultures. Bah là, les fèves, les maïs et les courges s'entraident pour croître. Les fèves fixent l'azote dans la terre pour maintenir ces sœurs en santé. Les tiges de maïs procurent la structure qui permet aux fèves, qui est une plante grimpante, de s'agripper. Avec ses grandes feuilles au sol, la courge aide à garder la terre humide et protège ses sœurs contre les mauvaises herbes. Ensemble, ces 3 plantes forment une équipe de tonnerre pour une agriculture et une alimentation plus saine. Santé, délicieux et local, d'un bout à l'autre du pays, les communautés autochtones se réapproprient leurs richesses culinaires, leurs ingrédients et leurs techniques traditionnelles. Cette nourriture qui reprend vie est adaptée avec talent et créativité pour plaire aux papilles d'aujourd'hui. D'ailleurs, plusieurs chefs autochtones avec des formations pointues sont derrière les fourneaux, des restaurants branchés partout au Canada, et ils cumulent des prix tout en rendant hommage à un riche passé et un précieux patrimoine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le respect qu'ont les populations autochtones du nord du Canada, qui chassent, qui pêchent, et, on va le dire maintenant, qui partagent aussi. Parce que pour être dans du zéro déchet, pour ne pas gaspiller, eh bien, ils vont partager des protéines, donc on parlait tout à l'heure, plutôt animales terrestres, avec d'autres populations, d'autres régions qui vont partager plutôt du poisson. Et le cuir, on va en avoir plutôt sur des animaux terrestres. Et de l'autre côté, on parlait tout à l'heure des acides gras et des vitamines C qui vont être contenus plutôt dans les poissons. Il va y avoir un échange comme ça, il va y avoir un troc pour éviter vraiment le gaspillage et pour que la nature qui a apporté, qui a fait don de soi, eh bien soit récompensée, ou en tout cas qu'il n'y ait absolument aucun déchet lié à l'alimentation. On va retourner sur la page web de suite. Je vérifie que tout fonctionne comme il se doit. Et nous allons retourner dans les populations autochtones du Nord canadien. Alors pour les Inuits et les autres peuples autochtones du Nord canadien, la chasse et la pêche demeurent d'une importance vitale, hein. On en parlait juste avant. Environ 30% de leur alimentation se compose de nourriture dite de campagne. Donc ce qu'on va dire de campagne, c'est de la cueillette, ou d'animaux récoltés sur terre ou dans la mer. La nourriture de pays est également traditionnellement partagée à l'intérieur et à l'échelle des communautés qui constituent la base d'une économie sociale qui assure l'accès universel aux protéines, donc protéines venues de la mer et venues de la terre, et renforce les liens culturels entre les personnes, même celles qui vivent à des milliers de kilomètres en intervalle. Ces réseaux régionaux de partage des aliments sont absolument incroyables. D'après le directeur de l'Institut autochtone de gestion des terres de l'Université
de Saskatchewan, expert de premier plan sur les moyens par lesquels la nourriture de campagne récoltée est partagée. Il faudrait, selon une partie de la population autochtone, que cette récolte de subsistance reste viable. Les économies salariales et sociales sont liées. Les chasseurs ont besoin d'une source d'argent pour acheter du matériel et des fournitures. Mettre une nouvelle mine et y faire travailler tout le monde n'est pas la solution. Il va porter sur la viabilité culturelle des collectivités du Nord. Voilà. Donc, il va falloir trouver un équilibre qui soit intéressant. Et là, pour le coup, on était sur la source canadienne géographique. Hop. Et nous allons retourner en plein écran un petit instant. Est-ce que ce sujet vous a plu? On est là sur un sujet qui est très pointu, on est sur un sujet qui est beaucoup de niches. Je vous l'ai dit aujourd'hui, on est moins sur des sujets factuels, on est moins sur des sujets qui vont être très très sourcés, comme ça a pu être le cas lors des dernières émissions Good Mood, tout simplement pour être vraiment sur l'actualité positive, pour être aussi sur un échange un peu plus intéressant au niveau culturel et social et dont on n'a pas l'habitude de parler. Merci beaucoup Crystal Skull pour ta petite réaction, ça fait très très plaisir en tout cas de te voir. N'hésite pas à te faire un petit café, je sais que tu es très friand, tu fais point d'exclamation coffee et comme ça arrive à l'écran et on boit un petit café ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour ta réaction. On va continuer avec un autre sujet. Est-ce que vous vous souvenez du défi que j'avais mené l'an dernier? Le défi que j'avais mené l'an dernier, il s'appelait le défi février, puisqu'il se déroulait en février, d'une part, et j'avais choisi de courir 1 km le premier jour du mois de février, 2 km le deuxième jour du mois de février, 3 km le troisième jour, vous aurez compris, jusqu'à 28, ce qui arrivait à un cumul finalement sur le mois de février de 406 km, ce qui était absolument énormissime. Et l'idée, c'était de prouver qu'en faisant un petit pas vers un objectif, on pouvait arriver à avoir fait énormément à la fin d'un mois. Voilà, tout simplement, c'était se mettre à l'action, c'était prouver qu'en se mettant à l'action, on pouvait atteindre des objectifs qui étaient incroyables. Go, on refait pour une nouvelle paire de Adidas. Justement, on va refaire un défi qui va s'appeler Fait d'Ouvrier. Donc, je vais vous mettre tout de suite le logo qui, je pense, sera celui qui va être choisi. Hop, est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà. Alors, Fait d'Ouvrier, l'idée, tout simplement, ce sera quelque chose que j'intégrerai sur les émissions du lundi, du mercredi et du vendredi à partir de 10h. Fabio, on parle du défi février numéro 2, donc qui s'appellera Fait d'Ouvrier. L'idée, ce sera d'avoir une petite barre en fait déroulante en dessous du logo, mais moins compliqué que celui l'année dernière, exactement. L'année dernière, le but c'était, vous avez un projet, vous pouvez commencer petitement, donc là c'était 1 km de course, c'était tout le monde pouvait le faire. Le lendemain, 2 km, tout le monde peut le faire, 3 km, voilà. Pour aller jusqu'à 28, où là globalement on arrive sur des semi-marathons et ça devient beaucoup trop complexe. Fait d'Ouvrier, je m'engage pas à faire 406 km, mais 400, donc on est quasiment sur la même chose. Par contre, le but sera beaucoup plus encadré, on va dire. Donc, il y aura une liste déroulante hein, là sous la petite partie que vous voyez ici, sous le logo. Et en fait, vous saurez où j'en suis sur mes 400 km. Les 4 premiers jours, ce sera 10 km. Donc, il n'y a pas de démarrage à 1 avec une montée en puissance. Ce sera 10 km dès le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ensuite, ce sera 15 km par jour. Voilà, 2 courses pour atteindre les 400. Et on va aller un petit peu voir ensemble ce qui va en être au niveau de l'activité.
activité physique. Je m'appuie cette année sur vraiment les principaux bienfaits en fait de l'activité physique et notamment sur la santé mentale. Voilà. Je travaille énormément depuis un bureau. C'est la principale de mes activités, c'est devant vous en fait, hein, tout simplement, devant un ordinateur. Je fais le matin cette quotidienne. C'est tout nouveau, mais en tout cas c'est quelque chose qui est voilà hyper assis pour le coup. J'imagine que je cours, j'ai déjà mal aux jambes. Ouais. Donc ce sera moins compliqué, mais ce sera vraiment pour parler de santé mentale aussi. On sera moins sur l'effet un pas après l'autre, on sera beaucoup plus sur un effet quel est l'intérêt sur la santé mentale. Et justement, on va commencer à en parler dès maintenant. Mais tu vas y arriver, 100 km, ça se fait en un mois, ça se fait. Alors, hop. Donc l'activité physique régulière procure des bienfaits importants pour la santé, donc physique d'une part et mentale. Et c'est ça qui va m'intéresser le plus. Parce que quand on est assis toute la journée pour chercher des informations, pour créer des vêtements, pour distiller ces informations. Vous voyez là depuis maintenant un petit peu plus d'une heure, je suis assis devant vous et c'est quelque chose qui est pas très bon au niveau physique et c'est pas très bon au niveau mental non plus puisque en fait on a des charges mentales qui vont être tout au long de la journée. On va penser à tiens tel sujet, il faudrait que je l'écrive, il faudrait que je me prenne une note sur telle chose, etc. Et en fait l'activité physique va permettre d'avoir pendant un moment relativement assez mal, à être assez dans la souffrance physique pour moins penser et pour penser plus intelligemment. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, notamment l'an dernier, que quand je courais, j'avais des idées qui étaient beaucoup plus claires en fait. J'avais envie de faire telle chose, je commençais à y penser et ça se mettait clairement dans ma tête. Et en rentrant de ma course, déjà on ne s'étire pas tout de suite en rentrant. On peut prendre sa douche si on veut tout de suite en rentrant, mais plutôt une douche froide, puisque l'eau chaude va nous laisser en fait dans cette état où on a déjà transpiré, donc on a déjà une certaine chaleur sur nous que le corps en transpirant va essayer de réduire. Le but c'est de prendre plutôt une douche froide et une fois qu'on a pris cette douche froide, on peut se prendre les notes qu'on a eues dans la tête. Quand on a couru pendant 1 heure ou 1 heure et demie, je peux vous assurer qu'il y a eu des idées dans la tête et qui se sont mis clairement en fait. Parce qu'on n'est pas distrait par un téléphone, on n'est pas distrait par ce qui se passe à la télévision ou sur un autre écran. Et de ce fait, on a vraiment des idées qui, à mon sens, sont beaucoup plus claires et à la fin de l'heure ou de l'heure et demie de course, et ben moi mes idées étaient vraiment hyper claires et des fois même je les écrivais quelque part avant même d'aller prendre la douche. Chez l'adulte, l'activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge de maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète, réduit les symptômes de dépression et d'anxiété. Donc on parle de charge mentale, on parle de santé mentale, on parle de dépression, on parle d'anxiété. On s'imagine que les principaux faits, et là on est sur l'OMS, hein, donc on est sur une source qui est très très fiable, qui nous dit qu'en fait l'activité physique améliore tout simplement la santé du cerveau et peut accroître le bien-être général. Donc on va pas parler de l'enfant et l'adolescent pour l'instant puisque là j'ai l'impression de plutôt parler à un public adulte. Dites-le moi si toutefois ce n'est pas le cas. On combine avec un tapis de marche. J'ai un bureau assis debout, c'est pratique. C'est très très bien le bureau assis debout. Après, Matou, là on parle de l'activité physique, hein, donc marcher, c'est hyper important aussi. Il y a pas de petites choses en fait. On peut faire de la marche, on peut faire de l'activité qui va être plutôt, on va dire, d'étirement, de yoga. Tout ça, c'est des moments en fait juste qu'on s'accorde à soi où on n'est pas en train de penser tout le temps à quelque chose qu'on doit faire après. Voilà. Je pense que c'est ça en fait le plus important si on doit le retenir, c'est ne pas penser à ce qu'on doit faire après. Et ça va faire baisser vraiment de façon significative notre charge mentale et donc ça va augmenter notre santé mentale et éviter des symptômes
de dépression et d'anxiété. Pitié, j'ai vu des streamers faire du tapis de marche ou course pendant le stream en jouant à des jeux PVP, je trouve ça nul. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Là, on n'est pas... Globalement, le défi février que je vais vous proposer, je ne vais pas le streamer, d'accord? Je vous propose un graphisme qui va ressembler à celui-ci, qui sera sur notre écran de stream et où il y aura juste une barre défilante. Et sur cette barre défilante, eh bien, vous pourrez voir où on en est du défi par rapport aux 400 km. Voilà, tout simplement. La cible mondiale de réduction des niveaux d'inactivité physique chez les adultes et les adolescents consiste en une réduction relative de 10% d'ici à 2025 et de 15% d'ici à 2030. Le but, c'est que tout le monde pratique une activité physique, que ce soit de la marche, que ce soit de la course, que ce soit de la randonnée ou que ce soit d'aller à la salle. Voilà. L'OMS définit l'activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie. Donc l'activité physique désigne tous les mouvements qu'on effectue, notamment dans le cadre des loisirs, voilà, pour se déplacer d'un endroit à l'autre sur le lieu de travail ou lors des tâches ménagères. Les bienfaits de l'activité physique et risques liés à la sédentarité et à l'inactivité. On sait, l'inactivité physique, c'est l'un des principaux facteurs de risque de mortalité. Alors lié au MNT, je ne l'ai pas. Les personnes ayant une activité physique insuffisante présentent un risque de décès supérieur de 20 à 30% à celles qui sont suffisamment actives. L'activité physique régulière est associée à un certain nombre de bienfaits. Alors, mortalité liée au MNT, je ne l'ai pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui l'a dans le chat, je veux bien, sinon on va aller chercher ensemble, parce que là, je ne l'ai pas. Hop, on va aller regarder ce que c'est le MNT. Je m'installe ici, nouvel onglet. Ah, maladie non transmissible. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, je me sens très très bête. Donc l'inactivité physique est l'un des principaux facteurs de risque de mortalité liés aux maladies non transmissibles. Les personnes ayant une activité physique insuffisante présentent un risque de décès supérieur de 20 à 30% quand même. Donc c'est énorme. Chez les adultes et les personnes âgées, elle réduit le risque de mortalité, toutes causes confondues, ainsi que les risques de mortalité par maladie cardiovasculaire, l'hypertension incidente, de cancer localisé, de diabète de type 2. De plus, elle améliore la santé mentale, et c'est ça qui va nous intéresser. Vraiment, je vais axer cette année le défi février. Ça reste sur le mois de février. De 406 km, on passe à 400. Je pense que vous m'en voudrez pas. J'enlève cet effet puissance qui est très dangereux puisque on commence tellement bas que finalement c'est comme si on commençait sans entraînement. Et le fait d'augmenter comme ça sans avoir de repos, en fait, on est sur quelque chose qui est traumatisant pour le corps et l'esprit. Et là, le mental aussi, parce que le mental, il en prend un coup quand on sait que ce qu'on a fait ce jour-ci, on va devoir faire le double le lendemain, et plus un, et plus un, et plus un. C'est vraiment, vraiment traumatisant. Moi, j'en ai mal dormi, j'en ai fait des cauchemars. Et si on va en plus dans cette histoire, il y a un moment où la fatigue physique fait qu'on a tellement mal qu'on n'arrive pas à dormir. Et ça, c'est très dangereux. On va aller vers un nouvel article qui montre en fait que l'exercice physique, au niveau toujours mental, au niveau de la santé mentale, serait meilleur que de prendre des médicaments ou même de suivre une thérapie. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur la pertinence des informations, imaginons sur une échelle de 1 à 10 à chaque fois. Est-ce que vous trouvez ça pertinent qu'on traite ce sujet de cette façon-là? Ou est-ce que vous trouvez que c'est plus intéressant quand c'est de façon conventionnelle? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus de sources? Est-ce que ce traitement de l'actualité, encore une fois, je vous repose la question, vous le trouvez pertinent sur une échelle, alors je ne vais pas me cercler complètement, de 5 à 10? Est-ce que vous trouvez ça pertinent, intéressant? Est-ce que c'est juste sympa d'avoir ma voix le matin pour vous réveiller? On est à 5. Et 10, c'est vraiment hyper pertinent parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias classiques. N'hésitez pas à me mettre une petite note. Je me mets pas à 0, enfin, je vous invite à ne pas me mettre en dessous de 5, s'il vous plaît. Ma psy dit que c'est cool. Du coup, si tu fais plus de sport, Gina, peut-être que tu auras possibilité d'espacer tes séances chez ta psy.
Et ça, ce serait génial, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas. On va continuer encore un petit peu sur ce défi février, donc cette année, hein, qui va être axé sur la santé mentale. Et on va aller sur le site santé.gouv.fr, qui est un site gouvernemental. Activité physique et sportive, bouger pour une bonne santé mentale. Je remets le chat ici. En plus des bénéfices sur la santé physique, notamment en luttant contre les effets de la sédentarité, on parlait tout à l'heure du fait d'être relativement souvent assis dans des bureaux, l'activité physique et régulière contribue à une meilleure santé mentale. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. L'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, rappelle qu'elle permet de réduire le risque de troubles psychiques en agissant notamment sur des facteurs psychologiques tels que le renforcement de l'estime de soi. Effectivement, quand on a fait une grande course, quand on a fait un semi-marathon, quand on a fait un trail, comment on se sent, Fabio, si tu es encore là? Eh ben, on se sent plutôt bien. On se dit, ça y est, j'ai atteint mon objectif. On parlait tout à l'heure de se fixer un objectif assez bas. C'est ce que veut dire Kaizen en japonais. Kaizen, c'est fait quelque chose de tellement minuscule et petit que ton cerveau aura l'impression de n'avoir rien fait et ensuite double ou triple un petit peu chaque jour ce que tu as fait. Donc c'est-à-dire fais 3 fois plus, donc 1 kilomètre, ben, faisons 3 kilomètres. Et c'est ça que veut dire Kaizen au départ. Ce que Inoxtag a résumé par un petit pas par un petit pas. Donc, en tout cas, on se donne un objectif et l'estime de soi est renforcée puisqu'on atteint notre objectif. Il y a les endorphines également, bien sûr. Le sentiment d'auto-efficacité et de contrôle de soi. Je me suis donné un objectif, j'ai choisi de faire tout ce qu'il fallait pour être prêt pour cet objectif, j'ai commencé cet objectif, j'ai terminé cet objectif, et c'est moi qui l'ai décidé. Donc effectivement, on est sur de l'auto-efficacité, du contrôle de soi, complet. Il n'y a pas de souci, Fabio. On te posait la question éventuellement par rapport au renforcement de l'estime de soi. Justement, quand on fait un semi-marathon de 21 km, comment on se sent à la fin? Est-ce que tu as déjà fait un semi-marathon ou est-ce que ce sera le premier? Et on parlait voilà du renforcement de l'estime de soi et du sentiment d'auto-efficacité. J'ai décidé de faire, j'ai été jusqu'au bout, j'ai contrôlé mon corps pour pouvoir arriver à mes fins et donc je me sens super bien. Pas de semi à ton actif encore. Mais comment tu te sens quand tu as fait tes 10 km? On en parlait, je crois, hier. Hein. Pour l'instant, tu vas te fixer des petits 10 km maximum pour pouvoir être sur des plus petites distances et prendre plus de plaisir. Ou est-ce que j'ai pas compris ce que tu me disais hier? L'activité physique favoriserait également l'interruption des pensées négatives. On en parlait tout à l'heure de la clarification. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais, moi quand je cours pendant 1 heure et demie, en fait, mon esprit se clarifie. J'ai des pensées négatives qui vont peut-être un petit peu être moindres. Et en tout cas, mon esprit va vraiment s'éclairer et dire, ok, telle partie, je vais la garder, telle partie, je vais pas la garder, et prendre des notes en arrivant parce que ça me paraît hyper important de le garder bien à l'esprit pendant que c'est clair. Donc on a l'interruption des pensées négatives associées au stress, à la dépression et à l'anxiété. Mais purée, on est fier comme tout. Exactement. Et ben, c'est moi ce que je ressens également. Et des bénéfices, donc du coup, pour un bien-être mental. Et on se dit que oui, on y est arrivé, même si c'est très dur. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien pourquoi il y a quelque chose au niveau de la psychologie, et ça, il faut le savoir aussi. Par exemple, quand on sait qu'on va aller prendre un bain froid, je pense à nos amis dunkerquois qui vont se baigner le 1er janvier, qui vont prendre leur premier bain de l'année, ou qu'on va prendre une douche froide, notre cerveau l'assimile à quelque chose qui va être difficile. Okay, et ça, c'est une vraie théorie qui existe. J'ai pas les sources pour le coup, mais aujourd'hui, je vous ai dit, les sources vont être un petit peu moins importantes. C'est plus l'esprit good mood qui va m'intéresser, l'esprit bonne ambiance et positivité. Et en fait, comme là, le cerveau assimile la chose que l'on va faire à quelque chose de difficile, une fois qu'on va l'avoir réalisé, il va émettre beaucoup de positif. Il va dire, c'est ok. C'est ok. En fait, on sait que ça va être difficile et comme on va jusqu'au bout, alors le bout, ça peut être se jeter dans l'eau froide. Attention, hein, on mouille bien la nuque avant, etc. On le fait pas si on est tout seul et on risque pas d'attraper une hypothermie. Et on prépare des vêtements aussi pour changer après. Ou prendre une douche froide. On sait qu'on est pas du côté chaud mais du côté froid et on va ouvrir l'eau.
Le cerveau sait que ça va être difficile et comme on y arrive et comme on prend la décision de le faire, eh ben, il assimile ça comme quelque chose de positif. J'ai réussi à atteindre un objectif. Voilà. Des bénéfices pour un bien-être mental. Ouais, ils sont givrés, c'est n'importe quoi, mais ils ont raison parce qu'en fait, ça va habituer leur cerveau à faire des choses relativement difficiles en fait. Améliorer la qualité du sommeil. Plus on fait de l'activité physique, bah, plus on va avoir tendance à bien dormir. Jusqu'à un certain point. Comme je vous l'ai dit l'an dernier, il y avait tellement de douleurs physiques que finalement, j'arrivais à mal dormir. Donc ça, c'était un peu moins cool. Et c'est pour ça que je ne mets pas cet effet puissance cette année. Et j'espère que les 5 premiers jours à 10 km vont vraiment me permettre d'arriver à un niveau d'entraînement qui va me permettre ensuite de faire les 15 chaque jour jusqu'au 28 février et pour atteindre tout simplement mes 400 km. Et vous pourrez suivre tout ça directement sur l'écran puisque je mettrai la barre en fait déroulante et qui permettra de savoir où vous en êtes et où j'en suis dans ce défi fait de vriller. Bonjour Albedo, j'espère que tu vas bien. On est en train de faire un petit point sur ce fameux défi fait d'œuvrier. Comme je le disais, ce sera quelque chose qui sera sur vos écrans pendant Good Mood le lundi, vous le savez, le mercredi et le vendredi à partir de 10h. Il y aura une petite barre déroulante tout simplement pour savoir où j'en suis. Et cette année, au lieu d'avoir cette idée de faire un petit pas après l'autre et de commencer par 1 kilomètre pour augmenter la fréquence tous les jours, ce qui était très difficile mentalement, j'ai décidé de prendre à peu près la même distance. Donc on va passer de 406 km l'an dernier à 400 cette année. C'est pas beaucoup différent. Mais je vais commencer par 10 km les 5 premiers jours et je vais augmenter à 15 km pour tous les autres jours. Et m'accorder sur le fait que l'activité physique est un facteur de bien-être mental, tout simplement. On parle beaucoup de santé mentale et de plus en plus, et c'est quelque chose de très bien. Et vraiment, je vais axer ce défi sur le bien-être mental et en faveur de pouvoir justement discuter, de pouvoir avancer un certain nombre de points sur le fait que 1h30, parce que c'est à peu près ça, hein, 15 km de footing, c'est à peu près 1h30, sur le fait est-ce que ça m'a fait du bien, est-ce que ça m'a pas fait de bien, est-ce que j'ai mieux dormi ou est-ce que j'ai moins bien dormi, et est-ce que c'est cumulable avec une activité? Je vais vous donner la réponse, oui, c'est absolument cumulable avec une activité. C'est pour ça aussi qu'on évite de commencer à 1 km pour finir à 28, parce que là on était sur du quasiment 3 heures et ça commence à être compliqué de caler 3 heures de sport dans une journée de travail salarié ou non classique. La chose qu'on va pouvoir aussi étudier, c'est est-ce qu'en faisant 1 km, puis 2 km, puis 3 km pour arriver à 28, est-ce qu'on est plus régulier? Est-ce que la vitesse est la même que si on commence déjà à 10 km et qu'on fait 10 km, donc là, comme je le disais, pendant 5 jours, pour passer à 15, est-ce que finalement j'aurais mis plus de temps à réaliser le défi ou pas? Voilà, je vais pouvoir vraiment avoir des données tangibles à ce niveau-là. Donc en tout cas, le sport, en général, améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et l'anxiété, accroît l'estime de soi. J'ai décidé de faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire et je vais jusqu'au bout. Donc ça accroît l'estime de soi. Lutter contre la solitude et l'isolement en partageant peut-être des activités avec d'autres personnes. Donc, pour le coup du footing, moi je vais le partager avec vous dans Good Mood, mais il y en a qui vont aussi aller faire de la randonnée ensemble. Et là, du coup, ils vont parler, discuter pendant la rando. Pareil pour tout ce qui va être le sport, souvent de salle de sport. Merci beaucoup en tout cas, Johan, ça fait très très plaisir. On en reparlera peut-être en off, ou même si tu veux nous le dire maintenant. Entre 5, le traitement de l'actualité, c'est cool parce qu'on aime bien entendre ta voix et on te connaît et je trouve ça sympa. À 10, c'est hyper pertinent. Qu'est-ce que vous donneriez comme note à ce Good Mood? Est-ce que c'est vraiment le fait que ce soit moi qui présente cette chose-là et que ce soit la première peut-être voix que vous entendiez et que vous trouvez ça cool et donc ça c'est 5? Et est-ce que on est à 6, 7, 8 et jusqu'à 10? Ah, c'est tellement une façon différente de présenter l'actualité qu'on trouve ça cool et que du coup on met 10. Si vous avez de quoi me mettre une note, j'apprécierais avec avec un grand plaisir en tout cas.
Apporter un effet bénéfique sur l'humeur avec des limitations des pensées dépressives. Ce que je disais tout à l'heure, la clarification de la pensée. Merci Gila qui met 10. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et prévenir l'apparition de troubles psychologiques en améliorant l'activité de neurotransmetteurs. L'activité physique, en fait, stimule tous les neurotransmetteurs du corps finalement. Et l'activité cérébrale aussi. Donc ça, c'est hyper important. Plus on va faire de sport, plus l'activité cérébrale va se mettre en route. Et en plus, apparemment, en réduisant de pas mal la pression mentale et les idées un petit peu noires. Voilà, selon la Haute Autorité de Santé, HAS, bouger régulièrement ou pratiquer un sport entraîne un effet protecteur vis-à-vis du stress, de l'anxiété et des symptômes dépressifs à tout âge de la vie. Si je dois résumer, alors je m'y mets. Dans son quotidien, se déplacer en marchant, à vélo, profiter d'une promenade en famille ou faire une pause active pendant le déjeuner et prendre les escaliers plutôt que les escalators sont déjà un premier pas à adopter. Sur YouTube, vous tapez Exogone, E-X-O-G-O-N-E, je vais vous le taper, et Exogone et Good Mood, et globalement vous allez retrouver nos émissions en replay.